La PNL, c'est le mal. Tu feras jamais un tour de mentalisme en lisant de la PNL, ça n'existe pas. Et je suis très heureux d'ailleurs que le groupe PNL existe parce que ça a permis de relayer cette merde à la page 2 de Google. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Fraise, FREZ2, j'y tiens mais à mort. Je suis mentaliste, hypnotiseur, performeur, sceptique et aujourd'hui je suis là pour analyser des extraits vidéo de mentalisme et d'hypnose et vous dire un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Alors, The Mentalist, je savais que vous alliez faire ce choix, je l'avais prédit, c'est mon métier. Mandy here is going to lead us right to the murder weapon. What? Take my hands, I need physical contact to read your mind. You're nuts. Voilà. Il trouve l'arme du crime, évidemment. Là, ce qui est très intéressant, c'est que la première technique qui est montrée, c'est ce qu'on appelle le kuberlandisme, la lecture musculaire. On prend les deux bras d'une personne et effectivement, elle pense à un objet dans la pièce, on arrive à la diriger et on arrive à retrouver l'objet auquel elle pense. C'est un tour de mentalisme assez connu. Et d'ailleurs, Simon Baker, il a observé, lorsqu'il a préparé son rôle, beaucoup de mentalistes. Et c'est vrai que cette série, des fois même, elle révèle quelques petits tours truqué de mentalisme. Et d'ailleurs, celle qui a vraiment démocratisé finalement la profession par la suite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spectacles de mentalisme aujourd'hui, plus qu'avant. C'est une série qui parle bien de son sujet, qui est plutôt bien faite pour le coup. Il y a beaucoup d'idées reçues avec le mentalisme et le mensonge. Je pense qu'un mentaliste arrive à détecter peut-être intuitivement un peu mieux les menteurs que les autres, mais purement peut-être par intuition du spécialiste, plus que par vraie technique. Il n'y a vraiment aucune technique qui est 100% sûre sur le mensonge. D'ailleurs, c'est plus généralement au son de la voix que dans les expressions faciales, etc. Pareil pour les gestes, c'est de la pseudo-science en fait, de la synergologie, c'est pas une science, c'est une pseudo-science. Il n'y a pas tout qui est acheté, mais c'est pas du tout fiable. C'est pour ça que c'est très peu utilisé finalement dans les forces de police, etc. Par contre, ce qui fonctionne bien généralement dans la série et qui pour le coup est basé sur quelque chose de vrai, c'est les techniques d'interrogatoire. Le meilleur moyen finalement pour débusquer un menteur aujourd'hui avec du mentalisme, c'est de bricoler une technique d'interrogatoire qui va permettre de tirer le vrai du faux, lui faire par exemple répéter une histoire à l'envers. Si l'histoire elle est fabriquée, il va avoir du mal à s'imaginer chronologiquement les détails à l'envers vu qu'il les aura construits dans un certain ordre, tandis que si ce sont des souvenirs visuels, il y aura forcément plus de facilité. Alors dans la vie de tous les jours, la police et les forces de l'ordre utilisent souvent des médiums, malheureusement. Des fois simplement pour rassurer la famille, parce que la famille le demande, dans le cas de disparition d'enfants, etc. Parce qu'il y a encore aussi des croyances bien installées partout, ça se fait essentiellement dans les villages et dans les choses comme ça. Et je ne pense pas qu'un mentaliste rigoureux, honnête avec lui-même, accepterait de collaborer avec la police. Parce que je pense que dans ce genre de cas qui sont des choses graves, on n'est pas dans le domaine du spectacle, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Un relevé d'empreinte digitale, c'est quasiment fiable à 100%. Un relevé d'un mentaliste, c'est subjectif. Parce que même si ton analyse, ton observation est bonne, une analyse, c'est l'observation, puis la déduction, puis l'interprétation de cette observation. Et ça, ce sera purement subjectif et ça peut être tronqué, ça peut être biaisé. Le mentalisme, c'est un mélange des sciences humaines et de l'illusionnisme. Donc en fait, notre objectif quand on est sur scène, c'est de bluffer le public. Moi, ce que je fais dans mon spectacle, pour le coup, c'est de tenter au maximum d'évincer les croyances et de prouver qu'en fait, sans pouvoir, sans don, sans faculté paranormale, on arrive à faire la même chose que ceux qui prétendent en avoir. Mais pour le coup, c'est pas l'usage premier du mentalisme. Et d'ailleurs, l'art du mentalisme dérive directement des médiums du 19e siècle. Il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques qui sont un peu truquées, qui est par exemple l'effet Barnum, avec des phrases très larges, comme les horoscopes finalement. Moi, je sens là une grande blessure dans ton enfance. Ça correspond à tout le monde. Ça peut vouloir dire une blessure physique, une blessure psychique, une blessure morale, un abandon. Peu importe, ça correspond à 90% des gens. Donc ça sert à crédibiliser ce qui à la base est peut-être une véritable observation. Généralement, c'est un habile mélange des deux. On arrive à faire croire à la personne qu'on lit dans elle pour gagner sa confiance avec des techniques un peu truquées, un peu pipotées. Et par contre, derrière, effectivement, les mentalistes ont généralement, mais simplement par entraînement et peut-être aussi certains par, je sais pas, intuition sensible, mais rationnelle. Je parle là d'analyse. Par exemple, les coiffeurs. Les coiffeurs sont d'excellents cold readers. On bavarde beaucoup chez le coiffeur, on raconte sa vie. Donc ils associent des coupes de cheveux à des styles vestimentaires, à des looks, à des manières de se comporter, à des manières de s'exprimer. Comme ce que l'on fait, ce que l'on véhicule par le verbal et le non-verbal est une carte d'identité publique finalement. On arrive à véhiculer son background de manière très subtile. Et certaines personnes, je pense, sont mieux entraînées que les autres, les coiffeurs, les métiers de commerce. Et effectivement, des mentalistes, ce sont des gens qui ont cette faculté-là parce qu'ils sont souvent au contact du public et parce que simplement ils veulent la développer pour leur art. Donc en l'occurrence, ce que fait Simon Baker là, oui, c'est crédible à une différence près. C'est qu'encore une fois, on est dans une fiction et que donc il fait jamais d'erreur, alors que nous, on en fait plein et souvent, et qu'il faut pas les nier parce que si on les nie, après, on peut penser qu'on est infaillible alors que c'est pas le cas. Now what you just saw there was a brief expression of happiness on his face, which he was trying his best to conceal. It lasted for less than 1/5 of a second as what we call a micro-expression. Now look at his mouth.
The suspect is secretly happy about Elle est pas micro là quand même, hein, which tells me ça c'est we have rigolo. the wrong location. Voir les acteurs jouer les micro-expressions, c'est rigolo parce qu'il est surjoue pour que ce soit visuel pour les spectateurs. Généralement, elles sont beaucoup plus subtiles que ça. Shame, shame, and shame. Contempt. These expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. Ce qu'il dit dans cet extrait, c'est effectivement un bel historique du travail de Paul Ekman et Wallace Friesen, qui en 1974, si ma mémoire est bonne, établissent un catalogue des micro-expressions, ou du moins des mouvements musculaires du visage et des combinaisons de ces mouvements, et ils en déduisent des émotions. Et la série Lie to Me est directement inspirée de ça. Et Paul Ekman a directement été le consultant de la première saison. Donc en fait, dans la première saison, c'est vraiment directement inspiré des travaux de Paul Ekman, et il a validé à ce que tous les mouvements, les expressions, etc., soient vraiment les bonnes par rapport à ses travaux. Ça veut pas dire que ses travaux sont pour autant scientifiques et rigoureux et infaillibles, mais en tout cas, la série, elle, est rigoureuse par rapport aux travaux. Et ces expressions, en réalité, effectivement, elles peuvent permettre d'indiquer, lorsqu'elles sont un peu dissimulées, ce que la personne peut avoir un peu dans la tête par interprétation, mais malheureusement, elles n'aident pas du tout à la détection du mensonge. C'est triste. Ah ouais. Quand on fait une expérience scientifique rigoureuse en double aveugle, c'est-à-dire qu'on place un mentaliste face à des gens et on leur dit voilà, vous avez 10 comédiens qui vont faire semblant de vous mentir, il y en a qui vont faire semblant de faire des expressions, il y en a qui vont pas les faire, il y en a qui vont ceci, cela, il y a tant de personnes qui disent la vérité, il y a tant de personnes qui mentent, etc. Quand on met des conditions protocolaires rigoureuses, les gens qui ont appris ces techniques-là font moins bien que le hasard. Donc ce que ça prouve, c'est que c'est pas du tout infaillible pour deviner le mensonge. Quand on fait moins bien que le hasard, quand le hasard fait mieux que nous alors qu'on est censé avoir une technique, c'est que, grosso modo, la technique pue un peu. Après, c'est vrai qu'on peut vraiment observer ces expressions-là. La seule chose qui est vraiment dommage avec la série, comme avec les travaux de Paul Ekman, c'est qu'il parle de micro-expression. Et le terme micro-expression, c'est vraiment quelque chose qui parle d'expressions vraiment très très invisibles à l'œil nu et qui peuvent uniquement se détecter lorsqu'on te met des électrodes sur le visage. C'est-à-dire que tu vas avoir un électrode qui va te mesurer certains mouvements des muscles et sur l'ordinateur, tu vas pouvoir voir une micro-expression. Mais on peut pas voir une micro-expression au sens propre à l'œil nu. Donc moi, quand je parle de ça, je préfère parler de fuite émotionnelle. Mais sinon, la série est assez bien faite dans ce qu'il devine et dans les interprétations qui sont tirées. C'est pas trop tiré par les cheveux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté remuage de sourcils. Vous avez des problèmes avec votre mère. Voilà, donc ça marche pas comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu des fois ce qui a tendance à être le cas dans Mentalist. Dans Lie to Me, c'est pas le cas. Dans Lie to Me, généralement une action ou une expression est associée à une émotion ou un mensonge ou un symbole. On peut contester cette dualité-là, mais ça va pas trop loin dans la déduction un peu foireuse, quoi. Donc là, c'est vrai que cette série est bien faite par rapport à ça. Malheureusement, ça ne détecte pas le mensonge. Loin de là. Hélas, j'adorerais que ce soit le cas. Pour apprendre ça, il y a des très bons livres qui existent, notamment ceux de Paul Ekman, entre autres. Et surtout, il ne faut pas aller du côté de la PNL. Voilà. Parce que la PNL, c'est le mal. La PNL, c'est ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. Le principe de base de la PNL, c'est de dire qu'en fait, on a des programmes dans notre cerveau qui utilisent nos neurones, programmation neuro, voilà, et notre langage. En fait, c'est tellement bateau que ce qu'on se dit, bah oui, c'est vrai. Mais la PNL t'explique par exemple qu'en associant un mot et une idée, tu peux reprovoquer par la prononciation de ce mot cette idée chez la personne. Ça prend un peu de science et ça déroule une croyance derrière. La programmation neuro-linguistique est une discipline qui dans les années 80 a été vendue comme un miracle et qui a eu des dérives extrêmement sectaires. Les créateurs eux-mêmes de la PNL ont dit ouais, on s'est un peu emballé, on a peut-être fait un peu de la merde, et en fait ça a été débunké, c'est-à-dire qu'on a révélé que c'était faux. Il y a 5% qui sont vrais pour 95% qui sont faux, et quand les mentalistes piochent dedans, c'est dans ces 5% là. Malheureusement, il faut pas l'associer au mentalisme à cause des 95% autres. Généralement, quand les gens veulent apprendre le mentalisme, ils me disent ah ben j'ai lu tel bouquin de PNL, t'en penses quoi? Non, oublie, tu feras jamais un tour de mentalisme en lisant de la PNL, ça n'existe pas. Et je suis très heureux d'ailleurs que le groupe PNL existe parce que ça a permis de relayer cette merde à la page 2 de Google. Insaisissable. Alors ça c'est le 1, c'était un de mes films préférés fut un temps. Did you see one? Yes. Do you have one in mind? Yes. And do you see your card here? No. That's because you're looking too closely. And what have I been telling you all night? The closer you look, the less you see. Ah, le budget. Là, on est sur un tour de cartes qui est vraiment plus de la magie, qui là est clairement truqué. Donc là, on peut le faire en mentalisme, mais c'est clairement une technique d'illusion. Alors c'est un tour qui s'appelle la 25e image et qui a été inventé par un ami à moi, qui a été consultant pour le premier film, s'appelle Jean-Pierre Valarino. C'est basé sur une illusion d'optique qui fait que lorsqu'on en fait un jeu de cartes, et si on lui présente une carte légèrement plus longtemps que les autres cartes,
eh bien il est fort à parier que le cerveau va retenir cette carte. De toute évidence, malheureusement, ce tour est ratable. Il y a un 70% de chances qu'il fonctionne. 90% des mentalistes ont commencé par la magie. Dans la magie, il y a 3 gros effets. Il y a transformation, apparition, disparition. Donc on est vraiment sur du visuel. Dans le mentalisme, on est plus sur de la prédiction, de l'influence, de l'analyse, ou des tours qui donnent l'illusion de l'influence, l'illusion de l'analyse. Et il y a une discipline qui combine un peu les deux, qui est vachement cool, ça s'appelle la magie mentale. C'est de la magie de prédiction. Je vais mettre une carte à jouer dans un jeu de cartes. Je vais te forcer une carte, mais par une technique physique, pas par une technique psychologique. Et là, en l'occurrence, après, ce sera la bonne carte dans l'enveloppe. En fait, la magie mentale, elle est quasiment inratable, tandis que le mentalisme, il est ratable. Là, si je pose une carte dans une enveloppe et que j'essaie de t'influencer une carte mentalement, il y a un bon 35% de chance que ce soit pas la bonne carte qui ressort. Mais c'est l'avantage du mentalisme, c'est qu'on peut se tromper. Quand le tour est réussi, le tour est encore plus beau. Donc du coup, Insaisissable est un super film, sauf des fois sur les moments d'hypnose où quand il lui fait « tu regardes ma montre et tu dors ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est impossible. Il y a une phrase de je ne sais plus quel hypnotiseur qui disait « je ne vais pas vous hypnotiser, je vais vous aider à vous hypnotiser ». Quand on a compris ça, on a compris comment fonctionnait l'hypnose. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait tout le travail et nous, on la guide. Donc on ne peut pas faire quelque chose contre la conscience de la personne en hypnose, ça n'existe pas. On ne peut pas faire voler quelqu'un sous hypnose, on ne peut pas faire tuer quelqu'un sous hypnose. L'hypnose, c'est un peu le point clé entre l'éveil et le sommeil. On est dans un état de conscience un peu alterné où on est très réceptif à la suggestion. On n'a pas envie forcément de faire des choses que l'on n'a pas envie de faire, c'est-à-dire que la personne va se réveiller si vraiment je lui dis fais un striptease et qu'elle n'a pas envie, elle se réveille. Par contre, si je lui dis tu es le champion du monde de bras de fer et qu'il a envie de s'amuser, qu'il a envie de lâcher prise, il va vraiment croire ça, c'est-à-dire qu'il va arriver à s'auto-convaincre de par cet état alterné de conscience qu'il est ce champion du monde de bras de fer. Ce qui est fascinant dans l'hypnose, c'est que lorsqu'on place quelqu'un dans un IRM, admettons que je te dis tu vas penser à un souvenir, tu vas penser à toi en train de manger des pâtes. Bon bah tu vas l'imaginer parce que tu as ce souvenir un peu, ce souvenir gustatif du goût des pâtes. Quand je te dis ça sous hypnose et qu'on monte dans un IRM, et ben tu as les mêmes zones du cerveau qui s'activent comme si tu mangeais réellement des pâtes. On en est qu'au balbutiement des neurosciences et de ce qu'on peut découvrir sur notre cerveau et sur l'état hypnotique. Je pense que l'avenir sera bon et nous réserve de grandes découvertes à ce niveau-là. C'est une discipline qui est absolument fascinante et qui est un peu survantée, en tout cas le côté impressionnant, le côté dormir, le côté sommeil chaud est super vanté dans la fiction et dans les émissions de télé, mais c'est loin d'être que ça. Et ça, pour le coup, c'est limite la partie la moins impressionnante, parce qu'une fois qu'on a réussi à endormir quelqu'un, c'est ce qui se passe derrière qui est super intéressant. Le Chien des Baskerville, épisode 2, saison 2 de la série Sherlock, excellente série, meilleure série du monde s'il en est. Je suis dithyrambique un peu. Le palais mental est une technique de mémorisation qui est géniale. Il suffit de cartographier un lieu que l'on connaît par cœur mentalement. La maison de l'enfance, la maison des grands-parents. Moi, pendant un temps, ça a été mon premier collège parce que j'arrivais à voir toutes les portes et les chiffres sur les portes dans mon collège, la salle des profs, l'ascenseur, la cafétéria. Et du coup, comme j'arrive à me balader virtuellement dans ma tête dans mon collège, j'arrive à mettre des informations. Au début, j'étais vraiment sceptique sur cette méthode et en fait, c'est juste dingue. Il suffit de se souvenir d'un chemin de visite, un ordre précis et de zones de stockage. Et en fait, si on se souvient de ce chemin pour aller à l'information, on ne l'oublie jamais. Je dois me souvenir d'appeler mon plombier le 18. Je vais à la salle 018, qui était ma salle d'histoire géo. J'y dépose un jeu Mario Bros avec un téléphone. Donc tous les jours, je me lève, on est le 18, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je vais dans la salle 18, sur la table, il y a Mario et le téléphone, je dois appeler mon plombier. Et ça, en fait, c'est parce que notre mémoire, elle est visuelle. C'est beaucoup plus simple de se souvenir de ce que l'on a visualisé que de ce que l'on a entendu. Et donc, en l'occurrence, si on crée un palais dans lequel on peut visualiser chaque zone, qu'on se souvient d'un chemin d'accès, et ben on peut retenir une liste des courses, l'intégralité d'un répertoire téléphonique. Moi, je connais quasiment mon répertoire téléphonique par cœur. C'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à se souvenir de quasiment toutes les informations qu'on parvient à visualiser. Et ça, pour le coup, ouais, non seulement c'est bluffant, mais ça sert vraiment en mentalisme. Tout le monde peut avoir ces techniques de mémoire. Il y a un petit apprentissage au début, c'est vrai, il y a une petite gymnastique. Ce qu'il faut, c'est apprendre la carte de base dans ta tête. Mais une fois que tu as la carte de base, voilà. Get Out. Je n'ai pas vu Get Out. Je suis la honte de la communauté mentaliste pour ça, mais il y a plein de films cultes que j'ai pas vus, mais celui-là, apparemment, en fait partie. Tout le monde me dit qu'il est génial. You're so scared. You think it was your fault? Ah bah, je comprends pourquoi je l'ai pas vu, du coup. Now, sink into the floor. Wait. Sink.
Là, on est sur ce qu'on appelle une induction lente, c'est-à-dire qu'on va hypnotiser quelqu'un en lui parlant lentement, en posant la voix, en lui demandant de se détendre et en le rendant de plus en plus suggestible. Là, en l'occurrence, on est sur quelqu'un qui va résister à cette suggestion vraiment très intensément, qui va forcer le fait de se sortir de ça, jusqu'à griffer le canapé parce qu'il va en sortir. On est dans la fiction. Quelqu'un qui veut sortir de l'état d'hypnose, qui est vraiment dans un mal-être où son instinct de survie le réclame, ce qui est le cas ici, en sortirait. Si elle lutte avec cette intensité-là, qui est d'ailleurs super glauque à regarder, elle se casse de la suggestion, quoi. Elle rentre pas dedans. C'est impossible de forcer quelqu'un à ce point-là à rentrer dans l'hypnose. L'hypnose, à la base, ça n'a pas été créé, ça a été découvert, et c'est un état, en fait, alterné de la conscience qui nous arrive 7 fois par jour. Quand on conduit, quand on rentre chez soi, qu'on garde la voiture, qu'on sort de la voiture, qu'on fait « Attends, par quel chemin je suis passé ? Ça m'a paru beaucoup plus court, machin. » C'est un état d'hypnose. Le non-conscient, pour pas dire inconscient, qui prend le relais sur une action qu'il connaît par cœur, à savoir rentrer à la maison, pour que le conscient se repose après une longue journée. Et du coup, notre partie non consciente, celle qui fait nos automatismes, parler, marcher, manger, respirer, cette partie-là, elle va guider notre action. Ce n'est que ça l'hypnose. Le but de l'hypnose pour un hypnotiseur, c'est de crocheter en fait la serrure de ça pour rentrer finalement dans la régie du cerveau. Une fois qu'on est dedans, on peut faire un peu ce qu'on veut en manipulant cette partie-là de notre cerveau jusqu'à ce que ça bloque contre la conscience ou contre l'instinct de survie. Je peux pas faire arrêter le cœur de quelqu'un sous hypnose, c'est impossible. Il n'y a plus vraiment de débat sur l'état d'hypnose dans la mesure où quand on a commencé à faire des IRM à des gens hypnotisés, on a vu que c'était mesurable, que c'était quantifiable la différence en neurosciences entre quelqu'un de pas hypnotisé et quelqu'un d'hypnotisé. En fait, l'hypnose, c'est la chose la plus visuelle qu'on puisse faire en mentalisme, je pense. Le mentalisme, c'est souvent dans la tête. Je te dis de penser à un prénom, je devine le prénom auquel tu penses. Il n'y a rien de physique, ça se passe de ta tête à la mienne. Tandis que quand on est dans l'hypnose, le fait que la personne ne peut pas marcher, c'est physique, c'est réel. C'est peut-être pour ça aussi que c'est très impressionnant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est concret. En fait, les films de mentalisme et les séries de mentalisme, ou sur l'hypnose également, ont véhiculé un folklore dans l'inconscient collectif du public. Et aujourd'hui, ce sont les mentalistes et les hypnotiseurs qui ne veulent pas les décevoir, puisque lorsque les personnes ont vu Patrick Jane à la télé, ils s'attendent à voir Patrick Jane sur scène. Donc si on arrive et qu'on fait pas du Patrick Jane, les gens sont un peu déçus si on commence à faire des tours de cartes. Donc forcément, le mentalisme, c'est bien plus large que ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire en mentalisme. Dans les années 80, par exemple, Uri Geller tordait des petites cuillères par la pensée. Soi-disant. C'était truqué, il tordait avec des techniques de mentalisme, avec des techniques de manipulation, d'illusion. Et ça, par exemple, ça ne se fait plus du tout aujourd'hui. Personne ne va voir un spectacle de mentalisme pour voir un gars tordre des cuillères ou dérégler des montres ou tordre des boussoles. Non, on y va pour la lecture de pensée, on y va pour le côté Sherlock Holmes de la chose. Donc ils ont véhiculé tout un folklore du personnage du mentaliste qui est une sorte de Sherlock Holmes un peu super psy. Malheureusement, du coup, il y a eu beaucoup d'escroqueries qui ont découlé de ça. Des gens qui font des conférences entières sur le non-verbal à 3000 balles alors qu'ils savent pas du tout de quoi ils parlent et qui bourrent ça de pseudosciences et qui derrière font des démonstrations truquées, faisant appel aussi au ressort d'illusion dans le mentalisme pour faire croire qu'ils n'utilisent que la partie psychologique du mentalisme. C'est pas vrai, méfiez-vous de tout chez les mentalistes. C'est un monde un peu bizarre, un peu nébuleux, dans lequel il y a un imaginaire collectif qui est pas exactement le même que la réalité, mais où nous, du coup, on a tendance à aller vers l'imaginaire collectif parce qu'il est plus sexy, parce que du coup, si on peut les bluffer alors qu'ils ont une attente plus haute que ce dont on est capable, tant mieux, on va encore plus les bluffer. Et du coup, tout ça mélangé, ça donne pour moi une discipline qui permet de véhiculer beaucoup de propos artistiquement, qui a encore de très beaux jours devant elle, parce qu'on est à l'ère finalement où la manipulation est un sujet omniprésent. Les affaires WikiLeaks avec Edward Snowden, toutes ces nouvelles méthodes de prévention contre les fake news, la recrudescence des théories du complot sur Internet, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui la manipulation c'est omniprésent parmi nous et un mentaliste là-dedans, je pense qu'il a un rôle de prévention dans son propos artistique. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. En fait, il faut vraiment se dire que même si c'est pas exactement comme dans la fiction, c'est encore plus cool parce que finalement, s'il n'y a pas de truc, c'est formidable, mais s'il y a un petit truc derrière ou un gros truc derrière, c'est encore plus formidable parce qu'on a réussi à vous bluffer. Donc oui, les films et les séries sont en somme réalistes, même s'ils sont bien évidemment extrapolés pour le plus grand plaisir du grand public et pour le plus grand plaisir des mentalistes aussi.